Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je dis qu'à mon sens, il faut à tout prix mettre fin à la guerre, mais mettre fin à la guerre par une négociation entre les deux parties qui se font la guerre. L'histoire retient de lui la naissance de l'État mauritanien dont il proclame l'indépendance le 28 novembre 1960, dans une ville de Nouakchott toute neuve et aménagée pour la circonstance. Mokhtar Ould Daddah, parti de rien, réussit à asseoir son autorité sur un vaste désert de sable qui n'avait même pas de capitale. Timide, courtois, simple et discret, des qualités incompatibles avec la lourde responsabilité de faire admettre, à l'intérieur comme à l'extérieur, la réalité d'un État dont l'existence, même à ses débuts, a été contestée par le voisin du Nord, le Maroc. Dans ce second volet de la série qui lui est consacré, notre équipe s'était déplacée à Nice pour rencontrer quelques semaines seulement avant sa disparition l'ancien chef de l'État. Autre personnage qui a également accepté de parler de Mokhtar Ould Daddah qu'il connaissait bien et qui est lui aussi aujourd'hui disparu, l'ancien Premier ministre Pierre Messmer. Il faut dire que Pierre Messmer a entretenu des liens d'amitié professionnels avec Mokhtar Ould Daddah, d'abord lorsqu'il était gouverneur en Mauritanie dans les années 50, puis gouverneur général à Dakar, et enfin comme Premier ministre de la France sous Pompidou. Je viens de signer l'acte le plus important qu'un homme, en général, qu'un homme d'État africain peut signer, c'est-à-dire l'accession à l'indépendance de son pays. Voici donc, à partir de cette minute, la Mauritanie, la République islamique de Mauritanie, indépendante. Ce jeune homme de 35 ans qui prononce ainsi l'indépendance de la Mauritanie ce 28 novembre 1960 doit faire face à l'opposition du Maroc, qui revendique ce territoire comme faisant partie de son royaume. Il a fait construire à la hâte la capitale Nouakchott. Malgré cette menace, le pays se porte plutôt bien sur le plan économique et les Français y montent de nombreuses affaires, notamment dans le domaine de l'industrie. Le pays va connaître un développement remarquable. La première ombre au tableau va surgir en 1966 lorsque le président Mokhtar Ould Daddah décide d'instaurer l'arabe obligatoire dans l'enseignement. La communauté noire, qui elle n'est pas de culture arabophone, ne souhaite pas apprendre cette langue. Pour elle, cette politique d'arabisation vise essentiellement à renier leur culture et à se faire à nouveau coloniser par les arabo-berbères. Ce refus est à l'origine des émeutes qui éclatent en 1966. Le président Mokhtar Ould Daddah décide de les réprimer très sévèrement. De là, va se créer une cassure entre les races de Mauritanie. Ce qui fait dire encore aujourd'hui, notamment par les négro-africains de Mauritanie, que Mokhtar Ould Daddah est l'initiateur de la politique d'exclusion dont ils sont encore fortement victimes aujourd'hui. À cette réflexion, voici ce que nous répondait le président Mokhtar Ould Daddah. Il faut tendre l'oreille parce qu'il était déjà très fatigué et très malade au moment où il nous a reçus. Je répondrai que c'est absolument faux, que quand il y a eu des manifestations, nous les avons
combattu parce que notre pays ne pouvait pas se permettre le luxe d'aller dans le désordre. Nous n'avons jamais fait de ségrégation raciale, car moi je dis que la Mauritanie sera bi-ethnique ou ne sera pas, seulement pour des raisons d'histoire coloniale. Au moment de l'accession de l'autonomie interne, nous n'avions pas de cadre. Et les peu de cadres que nous avions étaient natifs du Sud. Ils étaient plus nombreux dans l'administration coloniale et les hassanophones, c'est-à-dire des gens de la Haute-Mauritanie, n'étaient pas scolarisés et voulaient malgré tout participer à la vie nationale. Et nous avons dû faire la place de l'arabe à l'arabe, qui est notre langue nationale dans le nord du pays. Et c'est pour faire place à ces arabisants, il a fallu diminuer la place de nos compatriotes du Sud. Ce que d'aucuns ont appelé la ségrégation. Nous ne sommes pas racistes et nous sommes réalistes. La Mauritanie doit se faire et ne doit se faire qu'avec tous ses enfants, noirs, blancs, métis. Que répondez-vous à ceux qui pensent que finalement votre politique a marginalisé quand même pendant tout ce temps ces négro-africains et que par ailleurs les négro-africains ont perçu l'instauration de l'arabe dans l'éducation comme une recolonisation, comme une annihilation de leur culture à eux? Ce n'est absolument pas ça. L'arabe a été marginalisé par l'école coloniale et tant que les gens n'avaient pas le droit à la parole d'une façon ouverte, les hassanophones, les arabophones se sont tués et pour eux l'indépendance ou l'autonomie, ça doit être le synonyme d'une participation plus grande à la vie nationale. Mais nous n'avons jamais été, encore une fois, racistes. Et je n'ai personnellement jamais conçu la Mauritanie que, comme je l'ai dit, bi-ethnique. Sur le plan économique, Mokhtar Ould Daddah procède dans les années 1974 et 1975 à une série de nationalisations. Il nationalise donc la Miferma, la mine de fer de Mauritanie, et la Somima. Les deux deviennent tout simplement la SNIM, la Société industrielle des minières. Dans le même temps, Mokhtar Ould Daddah va aider les hommes d'affaires mauritaniens à prendre la priorité dans la plupart des entreprises industrielles installées sur le territoire national. Il décide aussi de quitter le franc CFA pour créer la monnaie mauritanienne, l'Ouguiya. Cette vague de nationalisation est plutôt bien appréciée et même saluée par les Mauritaniens. À la question de savoir s'il était vraiment nécessaire de créer une monnaie mauritanienne, si cela s'imposait vraiment, voici ce que nous répondait le président il y a quelques années. Cela s'imposait dans ma conception, bien que nous n'ayons pas la force et les moyens d'une indépendance arrachée. Nous avons été obligés de participer à la décolonisation
par les attributions octroyées, et ce n'était pas l'indépendance. Alors, nous disons qu'il faut parfaire ce que le colonisateur a donné et avoir en vue l'indépendance. Et l'indépendance ne peut avoir un de ses instruments essentiels qui est l'économie, qu'avec une monnaie nationale. Ce n'était pas dirigé contre l'Afrique. Nous étions membres à part entière de toutes les organisations régionales. Donc, nous avons voulu compléter notre autonomie d'abord, indépendance ensuite. Et ça n'a jamais été fait contre quiconque parmi nos compatriotes ou parmi les Africains. Et avec le recul, est-ce que vous pensez que finalement ça a été un succès ou bien un échec d'avoir pris cette décision qui était avant tout idéologique? Moi, je pense que c'est un succès parce que nous avons, par cette mesure, maîtrisé notre économie qui était naissante, qui était faible. Mais quand on ne peut pas disposer de cet attribut de souveraineté qu'est le fait de battre monnaie, on n'est pas indépendant. Monsieur Hamidou Ould Abdallah, vous qui avez été l'un des plus proches collaborateurs du président Mokhtar Ould Daddah, comme ministre du Commerce et de l'Industrie, il y a plusieurs postes importants. Avec le recul, comment jugez-vous sa politique économique dans ces années-là? L'efficacité de la gestion elle-même, telle qu'elle était à un moment donné appuyée par certains pays, n'était pas bien comprise. Et je pense quand on regarde les bilans après, la gestion était... le moins qu'on puisse dire, était désastreuse. Les nationalisations des minerais de fer et de cuivre, non pas la nationalisation elle-même, mais les remboursements faits étaient au-delà des moyens du pays. Voici ce que nous en disait le Premier ministre Pierre Messmer lorsque nous lui avons posé la même question. Je ne crois pas que la Mauritanie en ait eu un grand bénéfice. Pour Mokhtar Ould Daddah, je crois que c'était une sorte de manifestation de son sentiment national. Je veux dire, on peut dire de la même façon que sa sortie de la zone franc pour créer une monnaie nationale. Pour lui, ce n'était pas parce qu'il pensait qu'il y trouverait un avantage économique et ou financier. Je crois que c'était tout le contraire. Mais c'était l'expression d'une volonté de construction nationale.
Sur le plan diplomatique, Mokhtar Ould Daddah est plutôt très actif. Il va faire jouer à son pays un rôle d'État charnière entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire. C'est cet aspect de sa politique diplomatique qui le rend très fier. Après 10 années de lutte diplomatique, il va même parvenir à se faire reconnaître par le Maroc, qui jusque-là niait son existence et qui s'était même fortement opposé à son indépendance. Il se lie d'amitié tant avec les pays d'Afrique noire qu'avec ceux du Maghreb, aussi bien ceux des pays socialistes que ceux de l'Occident. Pourtant, après le départ des Espagnols du Sahara, Mokhtar Ould Daddah décide d'annexer le Sahara occidental. Il estime que cette zone fait partie intégrante de la Mauritanie. Seulement, ce territoire est convoité à la fois par le Maroc, toujours animé par de fortes velléités expansionnistes, que par l'Algérie, qui désire absolument avoir une ouverture directe sur l'océan Atlantique. La tension est donc à son comble entre les trois États désireux de s'approprier le Sahara occidental. En tout cas, pour le président mauritanien, cette annexion signe le début d'une période difficile pour son régime. Pour la première fois depuis son indépendance, la Mauritanie va entrer dans cette seconde partie des années 70 dans une ère particulièrement instable. Et de cela, nous en parlerons dans la suite de cette série d'émissions consacrée à Mokhtar Ould Daddah. Rendez-vous donc le week-end prochain pour la suite et la fin de cette saga Mokhtar Ould Daddah. Cette émission a été réalisée avec le précieux concours de la Sonothèque de Radio France Internationale et quelques archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Delphine Michaud, Olivier Raoult et Alain Foucault, nous vous souhaitons un bon week-end à l'écoute du RFI.